Merci Sébastien, merci pour cette passionnante introduction, très très riche. Est-ce que vous me voyez, vous m'entendez, tout va bien? On vous entend parfaitement bien. Vous me voyez aussi? On vous voit bien. Ok, ça va. Très bien, bah, écoutez, la question qui m'a été posée dans le cadre de cette journée, c'est de savoir si il y a une crise de confiance. Bah, je répondrai d'emblée non. Il n'y a pas de crise de confiance parce qu'il ne peut pas y avoir de crise de confiance d'une manière générale. Hein. Il n'y a pas de crise de confiance comme de crise du pétrole, si vous voulez. Pourquoi? Parce que la confiance, c'est ce que je vais un peu essayer de vous montrer, la confiance est quelque chose dont on ne peut pas se passer. Le livre que j'ai écrit, auquel vous avez eu la gentillesse de faire allusion, s'appelle Au début est la confiance. Non pas était la confiance, mais au début est la confiance, parce qu'en fait, elle est toujours là et c'est pas quelque chose, si vous voulez, qui peut disparaître. C'est pas quelque chose qu'on peut perdre. Pourquoi? Je vous le dis aussi d'emblée, parce que la confiance, elle est au fond fondamentalement rapport au monde. Rapport au monde. Et les crises de confiance ne peuvent par conséquent être que régionales. Elles ne peuvent que toucher tel ou tel domaine, éventuellement telle ou telle personne, telle ou telle institution. Cette institution peut être très importante, comme le gouvernement, l'État, les autorités scientifiques ou les autorités sanitaires. On peut parler de crise de confiance dans ce cadre-là, mais on ne peut pas parler de crise de confiance d'une manière générale, parce que cette confiance générale, au fond, n'existe pas. Alors effectivement, ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, c'est d'abord de définir, de faire un essai de définition de la confiance, puis de montrer au fond comment la problématique de la confiance peut s'articuler à la problématique qui nous occupe aujourd'hui, celle de la vaccination. Il y a deux choses qui frappent par rapport à la confiance. C'est d'une part le caractère extraordinairement à la fois ubiquitaire et disparate du concept. Hein. Maintenant que j'ai écrit un livre, voilà, c'est ce livre-là. Je suis très sensible au mot confiance. Il n'y a pas 5 minutes dans les médias où on ne parle pas de confiance. Rétablir la confiance, restaurer la confiance, renforcer la confiance, etc., etc. Donc voilà, mais on ne sait pas toujours de quoi on parle. Je vais en dire un mot. Et la deuxième chose qui frappe, et c'est ça qui m'a motivé à travailler depuis de longues années sur cette notion de confiance, c'est l'absence d'une définition au fond de la confiance chez les grands auteurs, y compris chez les grands auteurs de toute la tradition de la philosophie morale, sociale et politique. Alors même que tous, comme nous tous, accordent au fond que la confiance est ce sans quoi la société ne pourrait pas exister. Tous disent sans confiance, pas de société, et néanmoins, ils ne définissent pas cette confiance qui pourtant, selon leur propre dire, est au fondement du lien social. Il y a donc une espèce de marginalisation de la confiance dans leurs écrits, y compris, par exemple, pour prendre un exemple que je connais bien, celui du philosophe allemand Jürgen Habermas, qui a donc toute une théorie de la société. Il a même une espèce de cathédrale, si vous voulez, philosophique autour de la communication, parce que pour lui, le lien social est fondamentalement communication. Et franchement, il n'y a qu'une dizaine de lignes dans des œuvres qui comprennent des dizaines de milliers de pages sur la notion de confiance. Il s'est concentré, lui, sur la communication et n'a pas du tout thématisé ce lien de confiance dont il reconnaît par ailleurs l'importance. Il y a donc une espèce de marginalisation de la confiance, si vous voulez. Il y a une importance réelle, extraordinaire de la confiance, on le sent tous, on le voit tous, et aujourd'hui plus que jamais, mais en même temps, il y a une marginalisation théorique de la confiance qu'on a tendance à limiter à simplement des situations de risque. C'est-à-dire, par exemple, acheter une voiture d'occasion, engager une babysitter, etc. Voilà une situation, et c'est comme ça d'ailleurs, une situation de risque, où il faudrait donc calculer les risques, et c'est comme ça que très majoritairement, l'économie, par exemple, aborde la question de la confiance, c'est-à-dire comme un risque calculable.
hein. Au fond, la confiance viendrait pallier notre incertitude ou notre ignorance dans des situations d'incertitude. Et voilà, il y a toute cette théorie qui s'est développée à partir d'ailleurs d'un sociologue, du sociologue allemand Georg Simmel, un grand sociologue du début du siècle dernier, qui parle de la confiance comme d'une hypothèse sur un comportement futur. Quand j'ai confiance, je fais une hypothèse sur un comportement futur. En fait, cette théorie que j'appelle, ce type de théorie, si vous voulez, que j'appelle cognitiviste, parce qu'elles accordent au fond, elles font du savoir et de l'ignorance le cœur du phénomène de la confiance. Je les appelle donc cognitivistes, mais elles me semblent absolument inappropriées. Si vous voulez, pour le dire d'un exemple simple, quand du haut d'une armoire, un enfant se jette dans les bras de sa maman ou de son papa, il saute en confiance. Il ne fait pas une hypothèse sur un comportement futur. Il saute parce qu'il s'attend à ce qu'il soit à ce qu'on l'attrape, et donc je vais revenir là-dessus. Mais ça me semble tout à fait improbable, vous voyez, inadéquat ou très parcellaire, réducteur, de réduire la question de la confiance à la question du risque. Et justement, la crise que nous vivons en ce moment, et en particulier toutes les mesures qui sont prises, en particulier les mesures de confinement qui ont été prises, me semblent montrer exactement le contraire de cette approche par le risque. M'a semblé illustrer, au fond, la situation exactement contraire. C'est-à-dire que la crise de la Covid-19 a montré tout au contraire que la confiance était ce dans quoi nous séjournons. Ce dans quoi nous séjournons. Je veux dire par là qu'à partir du moment où ont été suspendues les relations naturelles que nous entretenions avec le monde, que ce soit avec les objets, les aliments, dans les supermarchés qu'on ne pouvait plus toucher, que ce soit avec les personnes, avec les gestes barrières, que ce soit avec les institutions dont nous dépendions, toutes ces relations ont été suspendues, je dirais, dans leur spontanéité naturelle, montrant par la négative, en quelque sorte, que la confiance, en situation normale, quand il n'y avait pas de crise sanitaire, eh bien, ces relations au monde étaient des relations de confiance. Quand nous touchons une pomme sur l'étalage, nous avons confiance spontanément qu'elle n'est pas contaminée, ou que nous-mêmes nous ne sommes pas contaminants, etc. Donc en fait, les relations naturelles, spontanées donc, auxquelles on ne pense plus, sont fondamentalement des relations de confiance, y compris aux choses, à l'environnement physique, aux personnes et aux institutions. Donc dans ces trois dimensions qui caractérisent en fait l'ensemble de nos rapports au monde, hein, notre manière d'être dans le monde, dans ces trois dimensions, eh bien, la confiance est toujours présupposée, elle est toujours là, et le fait d'avoir mis en question justement ces rapports spontanés au monde a mis en évidence le caractère fondamentalement fiduciaire, donc de confiance, qui, d'une manière générale, nous lie au monde. Et donc, la confiance est donc vraiment la condition, le préalable, si vous voulez, de toute relation au monde. Être dans le monde, c'est faire quelque chose. Par exemple, là, je suis assis sur une chaise, et se faire quelque chose indique, si vous voulez, est conditionné par une relation de confiance que j'entretiens avec ce monde. Donc notre relation au monde est une relation pratique, au sens où, encore une fois, être au monde, c'est faire quelque chose, et toute relation pratique est une relation fiduciaire. C'est ce que je vais essayer de vous expliquer. Et donc, c'est précisément, si vous voulez, cette relation pratique au monde que les théories habituelles de la confiance, parce qu'il y en a, j'ai dit qu'il n'y en avait pas, mais évidemment, il y a des gens qui se sont intéressés à la confiance, mais au fond, c'est cette relation fondamentalement pratique au monde que ne parviennent pas à capturer les théories traditionnelles de la confiance, notamment les théories économiques et sociologiques. Et donc, je dirais que la confiance a à voir avec la structure de l'action en général. C'est comme ça que j'essaie d'élucider donc
le concept de confiance pour en avoir une définition unitaire. Ça, c'est au fond mon entreprise philosophique. Ce qui permet à la fois de surmonter le caractère disparate, si vous voulez, du concept de confiance que je notais, et de combler une lacune théorique. Mais ce que j'aimerais faire, très rapidement, d'abord, c'est juste de situer, au fond, le contexte philosophique et intellectuel dans lequel se pose la question de la confiance. Et en particulier, pourquoi est-ce que la confiance a été à ce point marginalisée, hein, comme je l'ai dit, c'est-à-dire qu'elle ne devienne au fond que le corollaire d'une situation à risque. Eh bien, je crois que, ici je vais aller très vite, je développe ça naturellement davantage dans mon livre ou dans d'autres travaux, cette marginalisation philosophique du thème de la confiance a à voir avec la formation de l'individualisme moderne. Mais quand je parle de l'individualisme moderne, je remonte jusqu'aux sources nominalistes de la formation de la modernité, c'est-à-dire au XIVe siècle, avec ce qu'on appelle la révolution nominaliste du XIVe siècle précisément. Alors, je ne vais évidemment pas rentrer ici dans des détails, mais juste pour dire une chose, que, au fond, avec cette révolution nominaliste qui a eu lieu donc dans un contexte théologique et philosophique particulier, mais qui imprègne au fond notre modernité éminemment jusqu'à aujourd'hui, eh bien, ce qui s'est passé, au fond, c'est que la faculté qui a pris le dessus dans la représentation de ce qu'est un individu, la faculté qui a pris le dessus, c'est la volonté. On assiste avec cette révolution nominaliste, pour des raisons que je n'explique pas, on assiste avec cette révolution nominaliste à l'intronisation, au fond, du primat de la volonté souveraine qui est capable de poser ses propres buts et de poursuivre ses propres buts, d'une volonté donc capable d'exécuter d'exécuter ses buts et ses désirs, de parvenir à ses fins. Et donc, on a au fond la naissance ici, c'est l'embryon au XIVe siècle. Évidemment, cela va se subir des évolutions au cours des siècles. C'est l'image, on a là la formation de cette représentation d'un individu opportuniste, qui cherche à profiter au fond des situations pour réaliser ses propres désirs ou volontés. L'individu qui veut simplement satisfaire ses buts, exécuter sa volonté. C'est l'image qui a été ensuite consignée dans les droits de l'homme. Une image dont Marx se moquait déjà, cette image au fond d'une liberté, c'est la liberté de la volonté, d'une liberté qui s'arrête là où commence celle d'autrui, donc cette image d'individus au fond enfermés dans leur bulle, qui dans leur bulle peuvent faire ce qu'ils veulent, le problème étant d'organiser, de rendre compossible, au fond, ces libertés dans la société. Et très tôt dans l'histoire de la philosophie, c'est-à-dire dès le XVIIe siècle, on s'est rendu compte qu'il y avait là que cette conception, au fond, de l'individu souverain dans sa volonté posait problème. C'est ce que j'appelle le problème nominaliste. Quel est le problème? Le problème, c'est comment est-ce qu'on fait de l'ordre social avec, pour point de départ, pour brique élémentaire, en quelque sorte, ces individus dont la volonté part dans tous les sens. Elle part dans tous les sens, puisque chacun peut poser ses propres fins. N'est-ce pas? C'est un problème que n'avait pas Aristote. Aristote pense que l'homme est un animal politique, par où il voulait dire que c'est un animal relationnel, et que cet animal relationnel s'insérait au fond dans tout un système de fins, de finalités qu'il n'avait qu'à poursuivre au fond pour accomplir sa propre perfection, sa propre excellence. Mais au fond, l'excellence humaine, tout le monde devait la poursuivre et tout le monde naturellement la poursuivait. Vous voyez? Donc, c'est pas du tout l'image d'un individu qui pose ses propres fins et qui veut aboutir à ses propres fins. Non, c'est l'image d'un individu qui s'insère dans un ordre cosmique et naturel
et qui, au fond, accomplit le bien en accomplissant cette finalité qui lui est prédonnée. Bon, c'est avec ça que rompt le nominalisme, et donc, avec la naissance de cette figure de la volonté souveraine, eh bien, naît le problème nominaliste, à savoir comment faire de l'ordre social avec tout cela. Eh bien, réponse, comment fait-on de l'ordre social avec cette brique élémentaire d'individus épars, tels des boules de billard? Eh bien, réponse, on ne peut faire de l'ordre social que par contrat. D'où la figure du contrat social. Le contrat social est la solution que la philosophie a apportée au problème nominaliste. À partir du moment où on considère que les individus sont dotés de d'une volonté libre et souveraine, le seul moyen d'entrer en contact et de faire relation avec autrui, c'est d'accorder ces volontés souveraines. C'est la figure du contrat, et c'est pourquoi notre époque, au fond, valorise tellement la figure du contrat, avec ce problème qui demeure, et qui demeure jusqu'à aujourd'hui, qui est le problème de l'opportunisme des acteurs. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je fais un contrat avec quelqu'un, j'entre en relation par contrat avec quelqu'un, comment puis-je être assuré puisque c'est un individu opportuniste, je sais qu'il est comme moi, un individu opportuniste, comment est-ce que je peux savoir que cet individu opportuniste va tenir parole, n'est-ce pas? Et que quand au fond son contexte d'intérêt va changer, qu'il ne va pas simplement quitter le contrat. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui quand dans les grands magasins, on vous offre des cartes de fidélité. On veut neutraliser l'opportunisme des acteurs. C'est-à-dire on trouve un moyen d'acheter votre fidélité. C'est parce qu'évidemment, ce que redoutent les grands magasins, c'est que vous alliez à la concurrence. C'est la même chose qu'on fait avec le fameux système des stock options. Pour les grands patrons du CAC 40, on achète leur loyauté parce qu'on a peur évidemment qu'ils aillent à la concurrence munis de toutes les informations qu'ils ont par ailleurs acquises. Et donc voilà, dans tous les cas, il s'agit de contrer l'opportunisme des acteurs. Voilà, tout ça donc se référant à cette représentation nominaliste de l'individu doté d'une volonté souveraine. Et donc, cet individu, je le dis très rapidement, s'est constitué au XIVe siècle, donc à travers le nominalisme. Économiquement, il s'est constitué dès le XVe siècle avec l'émergence des marchés, et politiquement et moralement, il s'est constitué au XVIIIe siècle avec la figure du contrat social, comme je viens de le dire, et les droits de l'homme qui consignent au fond cette vision. Tout cela aboutit à ce que j'ai appelé l'individu cockpit aujourd'hui. L'individu cockpit, c'est-à-dire précisément cet individu doté d'une volonté souveraine qui pose ses buts, planifie ses actions, exécute ses désirs et ses volontés, et qui est assuré de pouvoir le faire grâce aux droits et libertés que lui garantit le contrat social qui lui a permis d'entrer en société. Alors vous voyez, voilà à grands traits la formation de cet individu cockpit, mais vous voyez par exemple pour la question de la vaccination, à mon avis, ça pose un problème très sérieux parce que précisément, le vaccin, la vaccination, d'une manière générale, de tout temps, au fond, nécessite de penser collectivement. C'est-à-dire qu'on ne peut penser l'efficacité du vaccin que si on la pense collectivement. Autrement dit, il faut sortir de son cockpit, précisément. Et c'est ça qui est si difficile. C'est ça qui est si difficile. Il faut sortir de son cockpit. Il ne faut plus adopter la perspective du je qui veut exécuter sa volonté, qui calcule des risques, des coûts et des bénéfices, etc., etc. Il faut se placer au niveau du nous, collectif, et c'est précisément ce que l'individu nominaliste contemporain, cet individu cockpit, a tant de peine à faire. Et j'ajoute que, au fond, toute l'emprise du numérique, de l'économie numérique et du monde numérique d'une manière générale renforce extraordinairement cette image de l'individu enfermé dans son cockpit à partir duquel il gère ses données et son rapport au monde. Regardez ce que nous faisons maintenant. Nous sommes vraiment, littéralement, c'est une métaphore vivante, réelle,
nous sommes là dans notre cockpit en train de voilà, gérer nos données et exécuter notre volonté. Et donc, le confinement nous a offert vraiment la métaphore vivante hein, de cet individu cockpit dont je parle. Et alors, rapport avec la confiance, ben vous voyez bien qu'à partir du moment où on est enfermé dans son cockpit, eh bien, devoir faire confiance à quelqu'un apparaît toujours pour cet individu cockpit comme une menace potentielle à la bonne réalisation de ses objectifs. Hein, une menace potentielle à la bonne réalisation de... Si je dois faire confiance, eh bien, je ne suis pas sûr de pouvoir exécuter ma volonté. Il y a une incertitude qui pèse sur l'exécution de ma volonté. Et cette incertitude est évidemment renforcée dès lors que j'ai affaire avec autrui, parce que lui est la plus grande source d'incertitude que l'on connaisse. Et donc autant l'éviter, autant éviter de devoir faire recours à la confiance. L'individu nominaliste contemporain n'a pas confiance dans la confiance. On préfère nettement sécuriser son cockpit. Et c'est bien ce à quoi s'attelle le numérique d'une manière générale, c'est à sécuriser notre cockpit, à nous donner de plus en plus d'assurance que notre volonté va se réaliser à travers le cockpit, donc la gestion des données, les clics que nous sommes amenés à faire, d'où cette insistance incroyable sur la sécurité aujourd'hui, qui est devenue un véritable paradigme, une véritable valeur cardinale de nos sociétés. On le voit bien avec la question du vaccin, puisque sa sécurité hein, était au cœur, au fond, est au cœur des débats sur la vaccination. D'ailleurs, j'ajoute aussi que dans cet univers nominaliste, cet univers du cockpit, eh bien, la santé, si vous voulez, a remplacé hein, la question du salut de l'âme. Hein, c'est tout à fait, au fond, congruent à cette image, c'est-à-dire que bah, on est dans son cockpit et voilà, c'est corollaire, si vous voulez, à l'émergence de toutes ces valeurs, disons, matérialistes plus que spirituelles qui caractérisent le monde d'aujourd'hui. Bon, alors, très rapidement, j'ai évoqué donc ici maintenant le contexte de cette problématique de la confiance. J'aimerais montrer maintenant que même en réalité, cet individu, j'aimerais définir donc la confiance en montrant notamment que même l'individu nominaliste, hein, même l'individu dans son cockpit et même le pilote dans son cockpit devrait faire davantage confiance à la confiance. Vous voyez, même le pilote dans son cockpit doit faire confiance à toute l'infrastructure matérielle qui lui permet de piloter, aux agents de contrôle et à chacun de ces appareils qu'il a appris à maîtriser, ainsi qu'à l'ensemble du savoir accumulé qui permettent aux avions de voler. De la même manière, exemple qui constitue un peu le fil rouge, en tout cas du début de mon livre, sur la confiance, l'exemple de la circulation automobile, on ne pourrait pas faire 100 mètres sur la route si on n'avait pas confiance que le conducteur d'en face ne va pas se dérouter ou que le pont que je traverse ne va pas s'effondrer. Alors, cet exemple trivial est en fait lourd de sens, parce que veut dire cette confiance? Dans mon exemple de la circulation, par exemple, que veut dire cette confiance hein? Eh bien, cette confiance, ça veut dire que, en agissant, en l'occurrence en conduisant, je m'attends à ce que les choses matérielles, mais les personnes, le conducteur d'en face, etc., se comportent d'une certaine manière. Je m'attends à ce que les choses se comportent d'une certaine manière. Lorsque je croise quelqu'un sur la route nationale, il faut que je présuppose qu'il va se comporter d'une certaine manière, à savoir qu'il ne va pas se dérouter, sans quoi je n'avancerai pas. Et ma propre action dépend donc directement de son comportement attendu.
Et ce qui est d'intéressant ici, c'est que cette présupposition que je fais, c'est-à-dire qu'il va se comporter d'une certaine manière, n'est pas une simple présupposition dans ma tête, si vous voulez. C'est pas une simple hypothèse cognitive sur son comportement. C'est une supposition qui oriente directement ma manière d'agir, c'est-à-dire qui oriente directement de manière interne ma propre action. Je dois considérer le comportement attendu de l'autre conducteur comme effectivement réalisé. Comme effectivement réalisé. Je ne suis pas là juste à calculer, je continue ma route, donc je présuppose que l'autre effectivement ne va pas se dérouter. Si je faisais la supposition contraire, je m'arrêterais. Donc la poursuite de mon action présuppose le comportement attendu d'autrui, et ce, avant même que je sache quel est son comportement réel. C'est ça qui est important. C'est donc une présupposition qu'on appelle en philosophie contrefactuelle. C'est-à-dire, il ne sait pas encore, je ne sais pas comment il va se comporter, mais moi je dois présupposer qu'il ne va pas se dérouter avant son comportement réel. Parce que s'il se déroute, à ce moment-là, je m'adapte. Donc ça veut dire que moi-même, j'essaye de l'éviter naturellement. Mais justement, ce n'est pas du tout la même chose. À ce moment-là, je m'adapte à quelque chose qui s'est déjà passé, et donc j'adapte mon comportement. Alors que quand je continue ma route en présupposant qu'il ne va pas se dérouter, je fais comme si il n'allait pas se dérouter. Je ne m'adapte pas à un comportement qui s'est effectivement passé, mais je dois présupposer comme réel ce qui n'est pas encore arrivé, à savoir qu'il a continué sa route tout droit. Eh bien, voilà, je ne veux pas développer ici davantage, mais je dirais que tout le secret de la confiance hein, se trouve dans cette notion d'attente de comportement. Pourquoi? Parce que toute action a une structure d'attente. C'est ce que j'essaie de montrer. Toute action a une structure d'attente parce que je ne peux absolument rien vouloir, sans que je ne m'attende à ce que ce sur quoi porte mon action se comporte d'une certaine manière. C'est une nécessité, si vous voulez, structurelle qui est inhérente à tout acte de la volonté. Maintenant, donc je ne veux pas trop développer cette théorie de la confiance, ce n'est pas véritablement l'objet aujourd'hui, mais juste en donner les traits principaux, il est bien clair que toute attente peut être déçue. Autrement dit, quand je fais confiance et que j'agis, n'est-ce pas, je n'enclenche pas une causalité causale, justement. Ce n'est pas une causalité naturelle, c'est une attente de comportement, hein, c'est une présupposition contrefactuelle que je fais sur le comportement du corrélat de mon action, chose, personne ou institution, et cette attente peut être déçue. Mais en même temps, c'est très très important de se rendre compte de cela, parce que ça veut dire que fondamentalement, je dirais structurellement, toute action est donc un pari. On n'est jamais sûr que l'attente de comportement sur laquelle je compte va être honorée. D'accord? Par conséquent, il y a toujours une part de pari. Toute action est pari. Ça veut dire que lorsque je marche sur le sol, tout simplement, n'est-ce pas, je m'attends évidemment à ce que le sol supporte mes pas et mon corps, et la plupart du temps, et on n'y pense plus, etc., etc. Vous voyez, c'est spontané, c'est naturel. Il n'empêche que le sol peut s'effondrer ou se dérober sous mes pieds. Vous voyez, et donc, toute action est pari. Et toute action est pari sur quoi? Toute action est pari sur certaines attentes de comportement. Il me semble que très emblématiques sont à cet égard les surprises. Une surprise, c'est précisément ce qui déjoue nos attentes, ce qui survient alors qu'on ne s'y attendait pas. Précisément, on connaît tous cette situation où on marche spontanément, on croit qu'il y a une marche encore, et puis hop, il n'y a plus de marche, le sol se déroule sous nos pieds. C'est bien que, au fond, il y avait cette attente de comportement qui, au fond, secrètement, non consciemment, structurait mon action. Je n'y pense pas, mais elle est là. C'est bien une structure d'attente, en fait, qui se révèle, et donc les surprises
révèle la structure d'attente de toute action, et donc toute action est pari. C'est pourquoi je définis la confiance comme pari sur les attentes de comportement. Pari sur les attentes de comportement. Et donc, ça, c'est, si vous voulez, pour ainsi dire, le noyau dur, l'ADN de la confiance, mais c'est une définition dont chaque élément est appelé à varier selon la situation, selon le corrélat de mon action. C'est pas la même chose, évidemment, d'avoir confiance dans son réveil matin, d'avoir confiance dans son médecin ou d'avoir confiance dans l'institution scientifique ou dans les autorités sanitaires, par exemple. C'est pas la même chose. N'empêche que, dans tous les cas, c'est ça, au fond, l'arc ou le fil rouge, si vous voulez, qui relie l'ensemble de ces situations. Dans tous les cas, j'ai affaire à des paris sur des attentes de comportement. Je parie que mon réveil matin va effectivement me réveiller, etc. Et donc, la confiance se distribue sur l'ensemble. C'est la raison pour laquelle la confiance se distribue sur l'ensemble de nos relations au monde, sur les choses, l'environnement physique, je l'ai déjà mentionné, on l'a vu avec la Covid, justement, et la suspension de ces gestes naturels de toucher, etc. Les personnes, autrui étant, comme je l'ai dit, une source d'instabilité permanente. Il n'empêche que, moi, ce qui me frappe, c'est pas tellement l'instabilité dont autrui est la source, c'est plutôt l'extraordinaire stabilité globale des relations interhumaines, c'est-à-dire au fond la force, l'incroyable force de ces attentes de comportement très partagées, au fond, qui nous permettent notre coexistence. Quand on marche dans la rue, quand on fait la queue au cinéma, vous vous rappelez, dans l'ancien temps, quand on est dans un magasin, etc. On partage en fait des attentes de comportement. Ces attentes sont partagées. Et à cet égard, les surprises sont rares. Elles peuvent être terribles. Quand les attentes de comportement sont déjouées, quand les attentes de comportement très fondamentales sont déjouées, par exemple, c'est le cas des attentats terroristes. Évidemment, personne ne songe un attentat terroriste alors qu'il est assis sur une terrasse. C'est précisément parce que, au fond, l'attente de cette coexistence pacifique est tellement profonde d'une part, on n'y pense pas, mais quand elle est déjouée, c'est d'autant plus traumatisant. Évidemment, alors il faut, si vous voulez, si vous voulez, dans ces déclinaisons de la confiance sur les choses, sur les personnes et les institutions, oui, il y a beaucoup de distinctions à faire dans les relations entre les personnes, il y a différentes situations, etc. Je ne veux pas du tout entrer là-dedans. D'une manière générale, je dirais que par rapport aux choses, nos attentes de comportement se traduisent en attente de stabilité et de répétabilité. C'est-à-dire que, que les choses qu'on touche, elles sont stables, c'est la même chose que, donc les objets solides sont solides, ils tombent vers le bas, etc. Bon, c'est toute cette phase aussi que les enfants, très tôt, apprennent, cette espèce de physique spontanée qu'ils apprennent. Bon, attente de stabilité et de répétabilité d'une manière générale. En ce qui concerne les personnes, donc c'est une attente, c'est là qu'évidemment il y a beaucoup de situations différentes, donc il y a des attentes qui sont liées aux règles communes de la vie sociale, par exemple des règles de civilité, comme dans une file d'attente. Il y a des attentes liées à des rôles, on attend du boucher qu'il ne nous donne pas de la viande avariée, on attend du médecin qu'il agisse pour notre bien, etc. Donc ça c'est lié au rôle, ou bien autre situation encore, liée aux engagements explicites, comme quand on fait une promesse et qu'on définit des attentes de comportement. Un contrat que l'on passe, nous avons tous signé des contrats, un contrat que l'on passe est une manière de fixer les attentes de comportement réciproques. Quant aux institutions,
Hein, donc je distingue toujours choses, personnes, choses et environnement physique, personnes et institutions. Institution, ça peut être le gouvernement, l'école, la justice ou la monnaie. Évidemment, c'est une institution intéressante. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle euh, euh, j'ai dit que les économistes abordaient la confiance uniquement sous l'aspect du risque. Euh, c'est faux pour toute l'économie qui euh, traite de la monnaie, par exemple, parce que l'économie de la régulation, par exemple, l'école de la régulation, parce que précisément, il y a cette confiance fondamentale qui doit être d'abord, avant de calculer les risques, on doit d'abord avoir confiance dans la monnaie. Bon, j'entre pas là-dedans, mais une institution, se définit au fond par le fait qu'elle fixe les attentes de comportement dans le sous-système concerné. Justice, police, gouvernement, la science, d'une certaine manière. Donc, une institution a son système de règles qui est une manière de fixer les attentes de comportement des uns et des autres. C'est comme ça que je définirais une institution. Étant entendu, justement, et voilà, ça nous touche directement par rapport à la thématique d'aujourd'hui, c'est que, par conséquent, face à une institution, l'usager, si vous voulez, ou le membre de cette institution, nourrit les attentes de comportement correspondantes. Ce qu'on attend d'une institution, hein, c'est qu'elle honore les attentes de comportement sur lesquelles elle repose. C'est à ça qu'on mesure la confiance qu'on a dans une institution. C'est-à-dire, est-ce que cette institution est capable d'honorer les attentes de comportement sur lesquelles elle repose. On attend de la justice qu'elle soit impartiale. C'est une attente de comportement liée à l'institution de la justice. On attend de la police qu'elle protège tous les citoyens. Et on a bien vu combien ça pouvait être problématique quand ce n'était pas le cas. L'actualité récente nous l'a montré. On attend des politiciens qu'ils défendent le bien commun. Bon, bah, quand ils ne le font pas, quand ils sont pris la main dans le sac, évidemment, ça choque d'autant plus. Pourquoi? Parce qu'au fond, l'attente de comportement sous-jacente n'est pas remplie. Alors, tout ça pour vous dire, toute cette notion de confiance, pour vous expliquer que vous voyez que vous voyez peut-être en quoi la notion de confiance est un candidat sérieux à mes yeux, hein, c'est en tout cas comme ça que je la lis, est un candidat sérieux à mes yeux pour venir combattre en quelque sorte ou contrer l'individualisme nominaliste contemporain. Bon, ça c'est évidemment un côté plus si vous voulez, philosophique, de théorie critique de la société, de ce travail. Mais donc voilà pourquoi c'est un candidat sérieux. Parce que, en fait, avec cette notion d'attente de comportement, vous voyez que nous sommes nécessairement et sans alternative possible renvoyés à des attentes de comportement qui elles-mêmes ne dépendent pas de la volonté. Voilà le point. Qui elles-mêmes ne dépendent pas de la volonté. Donc, la volonté n'est pas souveraine. C'est ça que je veux dire très, très fondamentalement. C'est que cette image de l'individu souverain né au XIVe siècle et qui perdure jusqu'à aujourd'hui, c'est une représentation qui marche, qui fonctionne, hein, qui a eu beaucoup de bienfaits, si vous voulez, mais qui est néanmoins fausse. Une représentation fausse ou partielle peut fonctionner. Hein, c'est tout le paradoxe de notre situation. Mais donc l'essentiel de ce que je veux dire par rapport à cette théorie de la confiance, c'est que la volonté ne dépend pas, plus exactement, la volonté dépend de quelque chose qui ne dépend pas lui-même de la volonté. Donc, vous voyez que cette notion stratégique des attentes de comportement, cette notion centrale pour moi des attentes de comportement, remet en question très, très fondamentalement, à la racine, hein, c'est-à-dire radicalement, la question de la souveraineté de la volonté. La volonté n'est pas absolument souveraine, donc quand on la conçoit comme souveraine, on se trompe, en fait, on a une fausse représentation de la volonté. Elle n'est pas un empire dans un empire parce qu'elle est structurellement dépendante des attentes de comportement que lui imposent les corrélats de son
action. Maintenant, encore une chose, par rapport à cette théorie de la confiance, donc j'ai dit qu'elle était un pari sur les attentes de comportement, et bien comme tout pari, au fond, il y a deux moments qu'il faut distinguer, et c'est très important pour le problématique de la vaccination. Il y a deux moments qui sont à distinguer. C'est le moment de la motivation, le moment de la motivation, et le moment de l'effectuation même du pari, de l'engagement même dans le pari. Il se trouve que le français a une ressource ici linguistique n'a pas, l'anglais, qui est la différence très forte qu'on peut faire en français entre avoir confiance et faire confiance. Avoir confiance, ça peut n'être qu'un sentiment. Ah oui, j'ai confiance en lui, mais bon, je ne vais quand même pas agir avec lui. J'ai confiance en mon médecin, mais bon, je ne vais pas m'adresser à lui, etc., etc. Ça fait sens. Hein, au fond, c'est ce sentiment de confiance, une disposition à la confiance, des choses qui peuvent motiver à faire confiance. Deuxième moment, avoir et faire. Faire confiance, c'est véritablement s'engager dans l'action. C'est comme quand je croise la personne sur la route. Là, je fais véritablement confiance, et la preuve de ma confiance, c'est précisément que je le croise. Hein, la preuve que je lui fais confiance, c'est que je le croise. Si j'en reste au avoir confiance et puis je calcule les risques, etc., je me dis non, et voilà, j'y vais pas, j'y vais pas. Voilà. La preuve de la confiance, c'est un acte. L'exemple de la vaccination, au fond, illustre à merveille, je dirais, hein, ces deux moments distincts de la confiance. Nous connaissons tous toutes ces statistiques qui montrent, qui montraient en tout cas il y a quelques semaines, l'absence de confiance d'une très large fraction de la population dans le vaccin, et ça d'une manière générale, assez partagée en Europe. C'est assez étrange. Et donc une population qui se montre très rétive, puisque selon les dernières statistiques que j'avais vues, mais c'était avant que la campagne de vaccination ne débute, il n'y avait que 40% des Français qui, en gros, envisageaient de se faire vacciner. Évidemment, une des solutions face à cette méfiance, cette absence de motivation, ce non-avoir confiance, une des solutions, ce serait de rendre le vaccin obligatoire. Mais c'est une voie que nos gouvernements n'ont pas choisie pour l'instant, parce qu'elle serait ressentie évidemment comme beaucoup trop autoritaire et attentatoire aux libertés individuelles. Mais voyez, cette attitude illustre parfaitement ces deux grands moments de la confiance que je viens de distinguer, à savoir d'un côté la disposition à la confiance, l'avoir confiance, et la confiance en acte, qui est le faire confiance. En l'occurrence ici, faire confiance, c'est se faire vacciner. C'est cet acte qui prouvera la confiance, d'une part dans le vaccin lui-même, hein, et d'autre part dans les autorités sanitaires qui disent que ce sera le meilleur moyen d'endiguer la pandémie. Mais avoir confiance, c'est être suffisamment motivé pour effectuer le passage à l'acte, qui est l'action de se faire vacciner, qui est la seule preuve de confiance. Qui est la seule preuve de confiance. Et donc, en laissant le libre choix aux citoyens, le gouvernement compte sur sa capacité, la sienne propre du gouvernement, à motiver les gens pour qu'ils se décident eux-mêmes à passer à l'acte. Et dans ce contexte, Alain Fischer, Monsieur Vaccin maintenant, parle à ce propos, très récemment, une déclaration qu'il a faite, il parle de contrat de confiance avec la population dès lors que le vaccin est disponible. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que le gouvernement veut agir sur le moment de la motivation à la confiance, en espérant que la population aura suffisamment confiance pour faire confiance et finalement se faire vacciner. Il s'agit donc de créer un climat de confiance et d'adhésion à dans la population. Donc vous voyez bien ces deux moments, on voit parfaitement ici ces deux moments de la motivation qui est antérieure, préalable à l'action, et l'action elle-même. Donc il est bien clair que, en l'occurrence,
Ce qui pousse, semble-t-il, les gens à la méfiance aujourd'hui, ce sont les erreurs passées des gouvernements, éminemment. Hein. La question des masques, la question des tests, maintenant la question de la logistique qui entoure les vaccins, sans compter, Sébastien en a très bien parlé tout à l'heure, toute la multiplication des sources d'informations, le changement des règles, la quantité d'informations disponibles, tout ça dispose à la méfiance, évidemment. Une défiance aussi accrue qui se manifeste à l'égard des experts scientifiques, une défiance à l'égard des compagnies pharmaceutiques qu'on soupçonne d'être toujours trop intéressées pour être honnête. Méfiance aussi à l'égard de l'autorité politique en général. Donc autant de facteurs multiples qui influencent la motivation à agir du citoyen et qui le laissent donc perplexe. Et donc, c'est sur cette motivation qu'il s'agit d'agir. Néanmoins, j'aimerais quand même souligner que cette situation que je viens de décrire est la situation normale en démocratie. C'est-à-dire que, au fond, il est normal d'avoir des doutes, il est normal de vouloir essayer de convaincre. C'est la situation normale. Par son action, par ses discours, par les mesures qu'il prend, le gouvernement veut agir sur la motivation des citoyens à lui faire confiance. Ceci suppose évidemment une information honnête, une information transparente, une information de bonne qualité intellectuelle et scientifique, facile à comprendre. La démocratie implique, d'une manière générale, la libre formation de la volonté des individus, et donc le gouvernement a, ce qui suppose aussi des dispositifs d'écoute. Alors là, on rejoint la problématique de la communication, des stratégies de communication, des processus de communication qu'il faut mettre en place, créer des espaces de délibération, etc. Mais bon, tout cela, évidemment, est une manière de vouloir influencer la motivation des citoyens. Et donc, en fait, vous voyez, cette situation que nous vivons révèle, me semble-t-il, en toute clarté, comment ça se passe quand un gouvernement, les autorités sanitaires, font confiance à la confiance de ses citoyens. Le gouvernement prend un risque, le risque de se voir désavoué, mais respecte en même temps l'espace mental, si vous voulez, et l'espace politique qu'il faut pour pouvoir faire son choix, pour que chacun puisse faire son choix. Et donc lui-même ne peut que parier sur les citoyens. C'est-à-dire parier que les citoyens iront dans son sens. Et vous voyez, à cet égard, la question de l'obligation, justement, mentionné tout à l'heure, la question de l'obligation de se faire vacciner est cruciale à cet égard, me semble-t-il, parce que dans la question de l'obligation, la question éthique fondamentale qui est en jeu, c'est celle de savoir comment un gouvernement s'adresse à ses citoyens, c'est-à-dire la manière dont il les considère. Et il est clair que si on imposait une obligation à se faire vacciner, eh bien, ça voudrait dire que les citoyens sont considérés comme de simples moyens en vue d'une politique sanitaire collective. Et que de ce fait, elles infantiliseraient la population qu'elles traiteraient de manière paternaliste. Et donc, encore une fois, ce n'est pas pour l'instant la voie choisie, puisqu'il n'est question évidemment que de recommander le vaccin. D'ailleurs, cette tension entre obligation et recommandation a toujours été au cœur de la problématique de la vaccination, mais ce qui m'importe d'un point de vue éthique fondamental, ce n'est pas la question de savoir si c'est bien, si c'est mal, etc. Mais fondamentalement, la question c'est de savoir comment ils s'adressent. Et donc, de ce point de vue-là, en laissant le libre choix aux utilisateurs, les autorités considèrent les citoyens comme autonomes, capables de jugement et susceptibles d'évaluer des informations pertinentes. Et d'un point de vue éthique, c'est évidemment tout autre chose que l'obligation. Et j'ajouterais encore, vous voyez, on a beaucoup parlé en Europe et dans le monde, en particulier en Europe et en particulier en Angleterre et en Hollande, de l'immunité collective. Comment est-ce que,
au fond, quand on laisse faire cette immunité collective, ben, comment est-ce qu'on s'adresse à sa population? Eh bien, vous voyez, l'anglais là-dessus est très clair, la langue anglaise est très claire, puisqu'elle parle à propos le terme anglais pour immunité collective, c'est herd immunity, donc l'immunité de troupeau. L'immunité de troupeau. Donc, vous voyez que, en fait, on considère à ce moment-là la population comme un troupeau. C'est emprunt, cette notion d'immunité collective est empreinte en fait de darwinisme social. C'est un darwinisme social tout à fait massif, puisque l'idée c'est de faire le virus, et puis au fond on dit ah, ben, ça renforce les défenses immunitaires de ceux qui passeront entre les gouttes, de ceux qui survivront, et puis voilà, les autres, au fond, tant pis pour eux. C'est une réflexion typiquement utilitariste, alors pur sucre, hein, puisque au fond la logique de l'immunité collective, c'est de dire qu'on sacrifie une partie de la population au profit du plus grand nombre. Eh bien, ce n'est pas la voie que nous avons choisie, évidemment, puisque au contraire, plutôt que de parler de l'immunité de troupeau, eh bien, on essaye de préserver la vie individuelle de chacun. C'est donc le respect de la vie individuelle qui est au cœur des mesures récemment prises, et des mesures de confinement, etc. Et donc, c'est évidemment éthiquement toute autre chose. Et donc, le contrat de confiance dont parlait Alain Fischer est donc effectivement au cœur de la politique de vaccination. Et donc, à mon avis, ce contrat de confiance illustre parfaitement la définition que je vous ai donnée de la confiance, c'est-à-dire un pari sur les attentes de comportement. Le gouvernement parie sur une attente, justement, à savoir que suffisamment de gens se laissent convaincre. Et quant à ceux qui vont se faire vacciner, ben, ils parient sur le fait que le vaccin soit sûr, efficace, etc. Bon, je vois que le temps... je peux m'arrêter là, si je peux éventuellement répondre à des questions. Sébastien, je ne sais pas. Oui, merci beaucoup pour votre intervention. Alors, il y a beaucoup de choses, hein. Merci d'abord parce que c'était très riche. Et puis, c'est une question fondamentale qui, effectivement, est un petit peu comme le fantôme de l'opéra, de la philosophie politique ou de la communication. On en parle beaucoup et puis, finalement, on ne travaille pas beaucoup autour de cette question-là. Et votre intervention a fait naître plusieurs réactions. Alors, peut-être d'abord, je vous donne quelques réactions, quelques idées qui me sont passées par la tête au cours de votre intervention. Je trouve que c'est très intéressant de partir d'un paradoxe. Et justement, souvent quand on parle de communication dans le domaine du vaccin ou de la crise sanitaire, on parle de la défiance. Or, partir de la grande stabilité de ce réseau d'attente dont vous parlez, je trouve que c'est un retournement qui est très intéressant. Et qui en dit long peut-être sur nos présupposés. On présuppose, on part de la défiance, on part de la guerre de tous contre tous, on part du fait qu'il y a une dissension sociale, une difficulté à se mettre d'accord sur nos comportements. Or, c'est intéressant de prendre un peu les choses à l'envers et de faire, d'avoir confiance dans la confiance, comme vous le dites. Alors, justement, avoir confiance dans la confiance, est-ce que c'est pas changer de manière aussi de communiquer? C'est-à-dire qu'on se situe souvent dans l'argumentation, on essaye de convaincre. Est-ce que avoir confiance dans la confiance, c'est pas aussi persuader? C'est-à-dire montrer dans les faits que c'est possible. Typiquement, dans le domaine du vaccin, ça serait travailler sur l'exemplarité, comme on l'a vu beaucoup sur les réseaux sociaux, travailler sur le fait que, voilà. Oui, absolument, absolument. Donc, bon, je n'ai pas pu, voilà, le temps a filé, malheureusement, c'est ma faute, mais effectivement, donc, se pose la question effectivement des stratégies de communication et de tout ce qui justement peut motiver à la confiance. Hein. Qu'est-ce qui fait partie de ce qui est susceptible de motiver les gens? Je suis assez persuadé, si vous voulez, il est quand même très difficile, voire impossible, de réfuter, si vous voulez, les attitudes irrationnelles par des arguments rationnels. D'accord?
Donc, je pense que voilà, quelqu'un qui est viscéralement convaincu, qui est viscéralement anti-vaccin pour des raisons tout à fait irrationnelles, ben, il n'y a aucun chiffre qui va le convaincre, il n'y avait rien du tout. Bon, néanmoins, face à cela, je pense, comme vous venez d'y faire allusion, qu'un élément essentiel, c'est l'exemplarité. Hein, montrer que, si vous voulez prouver que ça marche. La proximité aussi, c'est-à-dire que c'est l'exemplarité par la proximité aussi. Au fond, n'est-ce pas, que le discours sur la vaccination ne s'incarne pas seulement dans les autorités, dans les experts scientifiques, etc., mais par exemple chez son médecin. Donc, par exemple, les médecins de famille doivent être absolument partie donc, de proximité, si vous voulez. La proximité est essentielle à la confiance dans ce genre de situation. Et donc, il faut absolument associer le médecin, les associations de patients, etc. Enfin, puisqu'on parle aujourd'hui des médiations, de crise de médiation, etc. Toutes ces médiations, au fond, bien concrètes, hein, qui jouent un rôle absolument crucial dans la formation de la volonté et donc dans la création d'un contexte de confiance. C'est tout à fait clair. On a l'exemple du H1N1 qui avait été une catastrophe à l'époque. Enfin, la gestion de la vaccination à l'époque avait été une catastrophe en France. Sur 10% des gens s'étaient fait vacciner parce que tout ça avait été extrêmement administratif, extrêmement vertical, avec des lieux dédiés où il fallait aller par convocation, etc., etc. Bon, les médiations ont été complètement contournées. Voilà, c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Il faut faire exactement le contraire. Il faut associer tous les éléments de proximité, toutes les médiations de proximité qui ensuite agissent, notamment par l'exemple, effectivement. Oui, mais en effet, là, c'est une analyse que, pour le coup, on partage à l'espace éthique, enfin que je partage en tout cas personnellement, c'est-à-dire cette vision aussi de l'idée de médiation et de communication comme outil de reliance sociale, quoi, de lien social. Les choses ne peuvent pas se produire de manière uniquement administrative ou descendante. Une dernière petite idée avant de vous transmettre les questions du public, hein, des internautes qui nous suivent, c'est effectivement que je me posais la question de savoir quelle était la place de la démocratie sur cette question de la confiance, puisqu'il y a un réseau d'attente qui est déjà préexistant et auquel on pourrait faire confiance. Et finalement, je me disais que, et c'est une hypothèse, hein, que la démocratie intervient justement sur ce réseau d'attente. Est-ce que dans une période de crise comme celle qu'on vit, où l'incertitude est considérable, incertitude scientifique, incertitude en termes de comportement, incertitude politique sur les méthodes, sur les manières de faire, est-ce que finalement, il n'y a pas un travail à faire sur ces attentes qu'on peut avoir vis-à-vis du système hospitalier, vis-à-vis de la communication politique, vis-à-vis du rôle du politique, du rôle de l'associatif? Est-ce que finalement, il n'y a pas un débat démocratique qui peut se jouer sur ces nouvelles attentes qu'on peut avoir? Et est-ce que finalement la crise politique, la crise de défiance n'est pas issue du fait que ces nouvelles attentes du public, ces nouvelles attentes des citoyens ne sont tout simplement pas remplies, ne trouvent pas d'écho dans le politique, parce que précisément une concertation pourrait mettre à jour les nouvelles attentes dans un nouveau contexte par rapport à cette question de la confiance. Ça, c'est une hypothèse un peu à chaud comme ça. Oui, question très, très complexe, mais bon, redéfinir les nouvelles attentes. Bon, on fait ça en fait tous les jours, hein. On fait ça tout le temps. Chaque programme politique est une redéfinition des nouvelles attentes, etc. Donc ça fait partie au fond de la procédure, des procédures normales ou des processus normaux d'un esprit démocratique, si vous voulez. Le problème aujourd'hui, il est bien plus profond, et je peux ici que le mentionner naturellement, c'est que la démocratie elle-même, indépendamment maintenant des attentes que génère chacune de ces institutions particulières, mais la démocratie elle-même repose sur une attente de comportement très général, qui est notamment la recherche coopérative de la vérité. C'est le principe démocratique, si vous voulez. C'est-à-dire qu'en l'absence d'une vérité unique à laquelle quelques-uns auraient un accès privilégié, ben on essaie de se mettre d'accord. On essaie de mettre d'accord sur la meilleure solution à envisager. Mais cette attitude, elle est quand même indexée à quelque chose comme la vérité, ou en tout cas la validité
de ce qu'on veut dire, non pas non pas la vérité avec un grand V, mais enfin la validité de ce qu'on veut dire. Et donc, au fond, la croyance dans cette validité ou dans la possibilité d'atteindre une certaine validité. Or, ce à quoi on assiste aujourd'hui éminemment, et j'espère qu'on a vécu le pic de cette épidémie, si vous voulez, de fake news, cette fois, c'est ce dont je parle, et du complotisme, etc. Ce à quoi on assiste, c'est une remise en question de cette méta-présupposition, si vous voulez, de démocratie en général. C'est-à-dire qu'il faille rechercher de manière coopérative la vérité. Si ceci est sapé, alors la démocratie est un grand danger. Une fois qu'on est d'accord là-dessus, c'est-à-dire que voilà, la coexistence démocratique présuppose, au fond, cette recherche coopérative de la vérité, ou même, disons-le plus modestement, la recherche coopérative de solutions aux problèmes qui se posent en commun. Donc, si on sape plus exactement, si on est d'accord sur cette méta-présupposition, alors après, on pourrait définir toutes les attentes de comportement qu'on veut, et c'est ce qu'on fait effectivement tous les jours. Mais néanmoins, ce que je retiens aussi de ce que vous venez de dire, c'est que ce qui est très important par rapport à la confiance des citoyens, c'est que le citoyen puisse croire que l'institution correspondante puisse honorer ses attentes de comportement. C'est ça le fond de toute l'affaire. Qu'elle soit capable d'honorer ses attentes de comportement de la manière dont cela est attendu précisément. Donc on attend d'une politique sanitaire qu'elle serve la santé commune. Et qu'elle ne soit pas soumise à des lobbies pharmaceutiques, par exemple. Bon, à partir du moment où il y a ce soupçon, eh bien évidemment, la confiance est fissurée, etc. Et donc on peut en fait répéter cette analyse à chaque niveau institutionnel. C'est l'occasion de clarifier précisément les attentes de comportement correspondantes à chaque institution. Je pense que votre réponse là répond en partie à une question qui a été posée par un internaute. Comment avoir confiance quand les données scientifiques sont partiellement dévoilées et le secret des affaires entraîne une absence d'information? C'est ce réseau d'attente-là par rapport à la transparence ou à la loyauté de l'information qui, à ce moment-là, n'est pas rempli, finalement. Oui, maintenant, oui, tout à fait. Mais il faut faire attention. Bon, la publicité, la démocratie est fondée sur la publicité, c'est-à-dire sur le fait que les règles soient publiques. Ça n'exclut pas le secret non plus. Il y a des situations où voilà, le secret doit être gardé. Alors on pourrait analyser de ce point de vue la négociation européenne par rapport au vaccin, qui est resté, dont les termes sont restés secrets. Maintenant, ils sont dévoilés plus ou moins vu les conflits qui ont été générés, etc. Mais au départ, c'était quand même relativement secret. Ça ne me heurte pas outre mesure, si vous voulez. C'est pas, vous voyez, donc il y avait la règle publique. Ce qui était public, c'était que l'Europe négociait au nom de l'Europe précisément, qu'il y avait des tractations, etc. Maintenant, le secret des affaires, le secret de ceci, le secret de cela, c'est quelque chose de bien normal. Mais les règles, au fond, de délibération sont publiques. Donc, il ne faut pas confondre publicité et transparence intégrale. Les règles peuvent être publiques, ce qui est un principe démocratique essentiel, tout en se préservant des secrets nécessaires, au fond. Alors, il y a un groupe de questions, puisqu'il y a deux questions qui reposent sur la notion de responsabilité. La confiance présuppose la notion de responsabilité de nos choix. Ça, c'était une remarque. Et puis, une autre remarque, la confiance en l'autre suppose aussi un autre responsable. Donc, c'est cette question du lien entre, finalement, la responsabilité et la confiance. Vous vous dites au début et la confiance. Alors, est-ce que finalement, au début n'est pas la responsabilité avant la confiance? J'ai l'impression que c'est ça la question de ces deux internautes. Oui, c'est très intéressant et effectivement, ça mériterait un long développement que je ne vais pas faire, mais c'est pas, en fait, c'est pas la même, ce que je veux dire, c'est que c'est pas la même chose. Vous voyez, quand on parle du modèle de responsabilité, en fait, on a tendance, et c'est un peu aussi la tonalité des questions, je les ai juste survolées, je ne peux pas faire deux choses en même temps, mais donc j'ai bien vu que cette question de la responsabilité intervenait. Mais quand on accentue au fond la responsabilité individuelle, on accentue au fond le modèle nominaliste justement contre lequel la confiance veut intervenir. Vous voyez, j'ai montré que dans l'individualisme nominaliste contemporain, il y avait une prééminence de la volonté, et puis au fond la confiance ne venait qu'après coup, elle était limitée à des situations particulières. Le modèle que je propose propose une espèce de renversement
de priorité entre la confiance et la volonté. Et donc la question de la responsabilité, ce que je veux dire, c'est que la question de la responsabilité reste au fond une question qui, telle que je vois qu'elle est posée, reste dans ce modèle individualiste d'un individu responsable ou de deux individus responsables qui se font face à face. Moi, j'attire l'attention sur le fait que la question de la responsabilité est elle aussi, c'est comme ça que je répondrais fondamentalement, philosophiquement, mais je n'ai pas le temps de développer naturellement, mais la question de la responsabilité est elle aussi liée à la question des attentes, à la question des attentes de comportement. Par exemple, quand on parle de responsabilité objective dans le droit, eh bien, c'est parce qu'on fait référence à des attentes générales de comportement qui sont consignées dans le droit et dont on s'attend donc à ce qu'elles soient honorées. Et si quelqu'un ne les honore pas, eh bien, il peut se faire, au fond, juridiquement condamné pour cela. Ces attentes-là sont réciproques. Mais vous voyez, ce que je veux dire tout simplement, c'est que la responsabilité, elle aussi, a une structure de comportement. Il y a des attentes spécifiques de comportement, par exemple, liées à des professions. C'est ce que vous avez dit dans votre introduction, c'était très intéressant, par rapport à la déontologie, aux bonnes pratiques. Ben voilà, le médecin a une responsabilité, hein, simplement parce qu'il a ce rôle. Parce qu'il a un certain rôle. Il y a des responsabilités qui sont attachées uniquement au rôle, indépendamment de la question de la personne et de l'individu, une responsabilité attachée au rôle. Et s'il ne correspond, si vous voulez, s'il n'honore pas les attentes qui sont liées à cette responsabilité spécifique, eh bien là aussi, on peut le lui reprocher. Donc, vous voyez, même le modèle de la responsabilité, en fait, hein, ou la thématique de la responsabilité, il faut la décockpitiser, si vous voulez. Il faut briser le cockpit. On n'est pas des individus justement souverainement responsables de nos actions face à d'autres individus souverainement responsables. Non, non, il y a quelque chose qui nous lie, ce sont des attentes de comportement réciproques, y compris pour les questions de responsabilité. Alors une dernière remarque, je ne sais pas si vous avez vraiment une réponse à apporter sur la question de l'immunité collective. Donc Tania Louis nous dit que votre vision de l'immunité collective ne correspond pas à ce qui a été élaboré ne correspond pas entièrement à ce qui a été élaboré par des scientifiques. Alors pour le coup, je ne suis pas un spécialiste de l'immunité collective et c'est là qu'on voit qu'il y a une dimension pluridisciplinaire de nos conférences qui peut être bien utile pour s'ajuster les uns aux autres sur des questions scientifiques. Voilà, je ne sais pas si vous avez une réponse particulière sur cette remarque. Je ne peux pas répondre à ça parce que Tania n'est pas assez. C'est très intéressant, mais donc je ne sais pas quelle est cette notion, enfin comment elle a été forgée initialement. Elle fait référence à ça. Il faudrait peut-être développer. Ce serait très intéressant. Je suis tout à fait preneur, mais effectivement, j'ai pas de connaissances historiques approfondies sur cette question, mais je me fondais aussi non seulement sur ce qui se passe autour de nous maintenant et que j'ai appris par l'actualité, mais aussi quand même sur cette expression anglaise quand même tout à fait extraordinaire, hein, herd immunity, hein, immunité de troupeau, immunité de troupeau. Hein, donc un gouvernement qui laisse l'immunité collective, quand même, il considère, de fait, hein, c'est la sémantique qui nous lie, sa population comme un troupeau. Donc voilà. Bon, merci beaucoup pour cette conférence qui nous a beaucoup éclairé sur les enjeux de la communication à travers notamment effectivement cette question de la responsabilité. Un autre internaute qui nous dit que ça questionne beaucoup aussi cette question de la confiance, le régime démocratique. Donc voilà, comme conférence inaugurale, je pense que ça a agité déjà beaucoup d'idées autour de cette question de la communication, de la médiation, et puis du fondement de ce qu'on peut attendre de la communauté politique, partir de la défiance ou partir de la confiance, c'est deux postures qui sont bien différentes et qui engagent à des actions qui sont finalement bien différentes aussi. Merci beaucoup Marco Gnadi pour cette très intéressante conférence. Merci à vous toutes et tous. Merci beaucoup.